Bonus. Trax. Bienvenue sur la JDR Academy pour un nouvel épisode de podcast jeu de rôle. Aujourd'hui, nous allons jouer à Frontier Scum, un jeu de Karl Druide. On va jouer des racailles, avec des racailles. Des racailles du western dans cet univers un peu fantastique, assez édulcoré. Je pense qu'on va bien rigoler. Aujourd'hui, en ma compagnie, j'ai Doc et Momo de la table des rencontres. Doc, comment ça va ? Bonsoir, ça va. Grave cool de lancer cette petite aventure avec toi. Merci. Momo, et toi, comment ça va la première ? Eh bah salut, ça va très bien, je suis très content de jouer pour la première fois ici, ça va être bien fun. Et Flynn, comment vas-tu Flynn ? Howdy partners, ça va très bien. On est dedans, c'est bon, c'est parti. Incroyable. On va jouer le scénario Oil Rush. On va débuter sur une scène où on entendra le son de la neige qui craque sous les pas. On aura la vue d'un ciel qui commence légèrement à s'étoiler sur une nuit tombante au-dessus d'une forêt de pins avec en arrière-plan de cette forêt, au loin, une montagne, une grande montagne. On entendra toujours cette neige craquer et notre scène va descendre jusqu'à arriver à ras cette neige. Les pas d'un cheval va apparaître, s'enfonçant profondément dans cette neige fraîchement tombée, puis celle d'un deuxième et enfin d'un troisième cheval. Ces trois silhouettes montées vont se diriger en direction de l'orée de cette forêt et ils s'arrêteront devant une série de panneaux en bois surmontés d'un écriteau sur lequel ils pourront lire « Ne pas franchir propriété privée ». Ces trois silhouettes montées sont celles de Griff McCoy, de Oil Jebedia et de Logan All Night Long. Ces trois personnages ont répondu à la proposition de The Incorporation, cette méga corpo, grosse corpo qui détient à peu près tout dans les Lost Frontiers et qui recherchait plusieurs personnes avec peu de regard pour un travail de nettoyage et si possible de recouvrir certaines choses d'intérêt pour eux. On leur a demandé une force de caractère, d'être prudent face à la présence de matériaux inflammables et qu'il y aurait une bonne récompense à la fin. Vous êtes donc à la lisière de cette forêt, prêt à y pénétrer. Je vous laisse vous présenter. Griff. Griff McCoy, c'est un fermier à la base. C'est un gars qui a des mains épaisses, avec des mains qui ont travaillé la terre, qui ont guidé le bétail. C'est un gars qui a des fringues ruinées par la terre, la sueur et la poussière, mais qui a toujours un sourire assez jovial. Griff aime bien, quand il a fini sa grosse journée de travail, il aime bien quand même aller au saloon pour plaisanter avec ses amis et d'ailleurs pas que ses amis, hein, les gens qu'il croisera et qui seront de bons compagnons de beuverie et de fêtes. Beuverie et fêtes qui l'ont des fois conduit à faire des mauvaises rencontres. Des gens qui ont un peu abusé de son penchant pour la boisson et sa bonhomie et qui l'ont parfois détroussé. Il s'est déjà retrouvé plusieurs fois sans rien sur les épaules et sur le dos. À errer hagard à travers la steppe ou des fois à travers les rues de la ville où il était. Et ce qui l'a conduit à être arrêté par le marshal local pour exhibition et déambulation nue en pleine rue, en plus d'être passablement éméché. Aïe aïe aïe. Ça a un petit peu coûté sa réputation auprès des acheteurs locaux qui voulaient pas trop qu'un exhibitionniste notoire s'approche de leur bête. Sombre réputation, puisque c'est pas du tout ce qui intéresse notre cher Griff. Et donc il s'est tourné vers d'autres sources de revenus lorsque les temps durs lui sont tombés dessus. Et c'est comme ça qu'il se retrouve avec une petite bande à aller bosser pour The Incorporation. Parfait. Jebedia, Old Jebedia, qui es-tu ? D'où viens-tu ? Donc voilà, tout le monde m'appelle Jeb, c'est plus simple. Puis je suis le plus vieux de
la bande. La viande. Je suis de la vieille viande, voilà. Je suis le plus vieux, j'ai ouais, une bonne cinquantaine d'années bien tassées. Le regard dur, voilà. On voit que j'ai eu les dernières années n'ont pas été faciles pour moi. Pourtant, à la base, voilà, je menais une petite vie tranquille. Je travaillais dans une banque, j'étais un employé, mais voilà, ça a dégénéré avec mon ancien patron. Voilà, on m'accuse d'avoir volé dans la caisse. Alors bon, après, qu'il le prouve, voilà, c'est ça le truc. Mais bon, en sachant que j'étais recherché, voilà, je me suis enfui un petit peu. J'ai appris à vivre dans le désert, à vivre tout seul et je fais une exception pour cette fois parce que voilà, je suis accompagné de mes deux confrères, mais généralement, voilà, je préfère être seul. Donc ça se ressent un petit peu dans mon caractère. Parfait. Et on terminera sur Logan. Logan, qui es-tu? D'où viens-tu? Alors pour le coup, Logan, c'est peut-être le plus jeune de la bande, mais pourtant on dirait pas. Il doit avoir une bonne grosse vingtaine bien tassée, peut-être à l'approche de la trentaine, mais quand on le regarde, il a les traits creusés, un nez cassé, le teint blafard. On l'appelle All Night, puisque c'est un croque-mort et qu'il passe plus de temps debout la nuit que la journée. Il a tendance à creuser des tombes. Croque-mort, ça paye plutôt bien à cette époque, mais c'est pas toujours suffisant. Et en général, il arrive toujours à trouver 2-3 choses dans ces tombes qu'il arrive à creuser et à s'en mettre plein les poches, ce qui lui a valu un jour de se retrouver en prison. Comme c'est pas un bavard et que c'est pas quelqu'un à qui on fait vraiment confiance, il a tendance à être un petit peu seul, isolé. Il a réussi à développer une attitude d'être plutôt discret. On le repère pas très très facilement, mais c'est un type discret. C'est un type qui aime pas les autres, c'est un type qui aime pas causer. C'est un type qui ressemble plus aux gens qui déterrent qu'aux gens avec qui il traîne. Quand il traîne avec des gens. Excellent. Alors, vous êtes au bord de cette forêt, à l'oreille. Les panneaux sont face à vous. Vous êtes arrêté avec vos chevaux juste avant ceci. Ce signal qu'on vous met sur une peinture blanche écaillée, ne pas traverser, propriété privée. Vous savez que vous avez ces autorisations-là, puisque c'est The Incorporation qui vous invite à franchir cette limite. Et vous les voyez, ces panneaux qui se poursuivent le long de cette forêt au loin jusqu'à se perdre. Elle est grande, elle s'étale et vous ne savez pas trop ce qu'on y fait dans ce coin-là. Pourquoi est-ce qu'on vous y a emmené? Vous faites avancer vos bêtes à l'intérieur de cette forêt. C'est assez difficile de progresser au sol. Au fur et à mesure que vous avancez, vous voyez à la lueur de l'astre lunaire briller des fragments. Ça vous rappelle peut-être un peu l'argent. Et au final, vous remarquez qu'il s'agit plus d'éclats métalliques, de quelque chose. Vous poursuivez, profitant de cette nuit claire et de cette odeur dans la forêt qui vous prend, cette odeur d'humus, de pétrichor, l'odeur du pin aussi, et du cèdre qui vient envahir vos narines. Vous poursuivez votre avancée et vous entendez par moments des espèces de vrombissements, tremblements peut-être. Vos chevaux commencent à devenir un peu plus stressés. Vous resserrez contre vous vos fourrures, vos manteaux, alors que l'air frais descendant de la montagne passe par moments entre les arbres, pas aidé par l'humidité ambiante qui parfois laisse traîner des bancs de brouillard dans cette forêt relativement encore sauvage. Vous poursuivez en espérant trouver l'endroit qu'on vous a dit, cette ancienne scierie, cette ancienne fabrique à goudron. Et peut-être en discutant ou pas, vous avez ce goût, un goût métallique, qui semble persister sur le bout de votre langue. Après une bonne heure de marche dans cette forêt, vous entendez des grognements animaux. Connaissant un peu les animaux, j'essaye d'écouter pour savoir quel genre d'animaux. Tu tends l'oreille en essayant de deviner ce qui pourrait traîner autour de vous à cette heure plutôt tardive où en général justement c'est plutôt calme la forêt. Les animaux ont plutôt tendance à se tenir à l'écart. Tu apercevras plusieurs paires d'yeux brillants dans le noir comme ceux de chat. Ok, surprenant. Je vais essayer de calmer un peu les chevaux qui ont peut-être l'air d'être un peu tendus par rapport au fait d'avoir conduit des troupeaux dans des grottes. J'ai une capacité un peu à calmer les animaux parce que il a bien fallu sortir vivant de cette grotte, donc ça m'a un peu appris des choses. Donc j'essaie de faire en sorte que nos chevaux, de les rassurer, qu'ils soient toujours alertes à nos ordres et que si on a besoin de décamper assez vite, ils partent pas dans tous les sens. Ok. Tu entends un cri qui s'élève non loin de vous et tu le reconnais tout de suite. Il s'agit de coyotes. Ils ont pas l'air d'être nombreux. 2, peut-être 3 êtres. Ok. Je me retourne vers mes compagnons. Je dis il y a quelques coyotes dans le coin. À mon avis, il
Ils vont pas s'aventurer trop près de nous si on se montre un petit peu récalcitrant. Mais soyons sur nos gardes, hein, la nuit. Si en plus il y a l'air d'avoir des espèces de chats ou de trucs comme ça, pas trop ce qui peut traîner dans la forêt, donc bon, soyons un peu sur nos gardes. Moi, je vais me cracher par terre, prendre une petite rasade. On avance. Ouais, les coyotes. Saloperie de coyotes. Vous poursuivez dans la forêt. Ces cris semblent vous suivre. Vous les repérez de temps en temps, une fois à gauche, une fois à droite, des fois derrière. Peut-être même un peu plus nombreux que tout à l'heure. Et vous allez finir par tomber sur ce qui semble être un sentier, un chemin, que vous avez du mal à deviner sous les chutes de neige, mais que vous repérez par simplement un système de poteaux en bois reliés par des cordages maintenant presque moisis, effilochés de partout, mais qui tiennent encore et qui s'enfoncent dans la forêt plus encore en direction de la montagne. Jusqu'à ce que, toujours cette lumière blafarde, vous apercevez non plus les silhouettes de troncs d'arbres, mais bel et bien de construction. Et vous finissez par passer un panneau sur lequel il devait y avoir le nom du site écrit à la peinture, même depuis bien longtemps effacé maintenant. Vous avez une longue rue principale bordée de cabanons, de maisons de fortune, et au loin, vous apercevez un bâtiment bien mieux réalisé, un bâtiment sans étage, mais plutôt large et grand, sur lequel, de la distance où vous êtes, l'autre bout de cette rue, vous lisez très bien General Store Incorporation. Et pas loin de celui-ci, il y en a un autre, un peu plus grand, qui pour le coup semble le plus cossu d'entre tous. Vous avancez un peu plus et vous apercevez que les bâtiments qui semblaient être mal entretenus ou sales, ils sont souillés par des taches noires, comme des taches d'huile, et ce qui assombrit un peu toute cette scène. Au loin, vous entendez des chouettes ululer par intermittence et le bruit du vent qui vient souffler entre les cabanes et siffler. Avez-vous une direction particulière ? Nous, on est dans le coin pour récupérer quoi déjà? Vous ne savez pas. On nous a juste envoyé, on nous a dit allez pas. S'il y a des choses, allez là-bas. Et s'il y a des choses à récupérer, faites-le. Ok. Et on sait ce que c'était cet endroit? L'annonce ne disait pas grand-chose. On vous a juste parlé d'une montagne solitaire au pied de laquelle se dressait une forêt. À une époque, il y avait une mine de charbon, puis qu'il y avait une scierie avec une fabrique de goudron de pain. Et après des années d'arrêt, il y a du pétrole qui aurait été découvert là-bas. Ok. Je vais m'approcher des espèces de taches d'huile pour. C'est donc ces taches d'huile qui sont par terre et sur les bâtiments, c'est ça? Oui, il y en a un peu comme s'il y avait une pluie d'huile qui serait tombée, quoi. Ok, ouais, je vais m'approcher d'une. Je descends de cheval, je vais m'approcher d'une de ces taches pour essayer d'observer ce que c'est précisément. Parce que pluie d'huile, c'est assez rare. Tu t'approches suffisamment près pour sentir qu'il s'agit très clairement de pétrole. Ça te prend au nez, c'est fort, c'est puissant. Et tu peux voir même que là, autour de vous, les bâtiments, maintenant que tu les regardes d'autant plus, sont anormalement givrés. Il y a cette pellicule blanche de givre un peu partout. Ok. Il neige, donc j'imagine qu'il fait quand même un peu froid. Alors là, il neige plus, mais il a neigé. Et il fait plutôt frais. Et effectivement, il y a vraiment des rafales de temps à autre d'un vent extrêmement froid. T'as trouvé quelque chose, McCoy? Il y a du pétrole sur les bâtiments. Vous avez déjà Moi, je connais pas trop ces trucs-là. Vous avez déjà vu, je sais pas, des pluies de pétrole, ça arrive, ça? Ça doit venir d'un Derrick. Il doit y avoir un Derrick dans le coin, à mon avis. Ça a giclé partout. Derrick, c'était pas un Marshall, ça? Si, mais en Europe, je crois. Ah ouais. En Prusse. Un Prussien, je crois. De quoi? Ouais. Allons voir. Poursuivez l'avancée dans cette rue. Ça vous dirait pas d'aller voir s'il y a pas des trucs dans le General Store? S'il y a peut-être des trucs à récupérer là-bas? Ouais, fait soif. Ouais. J'ai soif et il y a peut-être des choses qui pourraient nous être utiles, non? On va se mettre au chaud. On va jeter un coup d'œil en même temps. Vous avez donc de part et d'autre de cette rue toutes ces espèces de cabanes, de briques, de braques mal faites qui sont entachées de pétrole, givrées comme si on les sortait du congèle, et ce General Store qui se tend au loin. Vous poursuivez votre avancée dans cette rue et vous passez à côté ce qui semble être le carrefour de ce qu'on va appeler le village, où il y a un panneau d'indication avec décrit dessus dans des états de dégradation diverses, du plus ancien qui semblerait au plus récent, un panneau qui indique mine de charbon, un autre qui indique scierie et un dernier qui indique pompe à pétrole. Qu'est-ce qui vous inspire? Pompe à pétrole. On va faire un tour voir s'il y a de l'équipement et puis ensuite on va à la pompe à pétrole si vous voulez.
Ouais, ça me va, les jeunes. Les chevaux sont toujours un peu énervés, un peu excités. Et, tu le ressens sans difficulté, Griff. Tu les vois bien dans leur comportement qu'ils ne sont pas à l'aise ici. Tu finiras par descendre de ton cheval et aller l'attacher au poteau du perron du General Store. À l'intérieur, vous ne voyez absolument rien et pourtant, il y a des vitres givrées qui donnent sur tout la rue et qui permettraient normalement de voir l'intérieur. J'essaye de. On voit à travers les vitres? Tu t'approches? Ouais. Ok. Tu t'approches d'une des vitres. On va te voir en train de frotter du poing pour essayer d'enlever le givre et te coller les yeux en porte-vue en direction de l'intérieur. Et tu apercevras que tout est plongé dans les ténèbres. Tu remarqueras, après que tes yeux s'habituent un peu, à plusieurs séries d'étagères qui sont quasiment vides. Et tu apercevras même des choses au sol, comme si il y avait eu un tohu-bohu à l'intérieur du General Store. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de bouteilles. Alors, d'avoir été un peu rasé, mais bon, je vais peut-être aller faire un tour quand même. Je veux pas que j'essaye, quand il y aurait des trucs là, plus discret que toi. Bah, si t'as envie, ouais, vas-y. Du coup, je vais y aller à sa place. Ça marche. Tu passes par la porte d'entrée, tout simplement. Juste avant, moi, je vais faire un peu le tour pour voir s'il y a des trucs ou des traces derrière. Donc on va faire ça en 2 temps. Tu vas faire le tour et donc Griff va faire le tour et Logan va rentrer par la porte principale. Jebedia, tu fais quoi? Je reste devant la porte. J'entre pas pour l'instant, par curiosité pour voir s'il a besoin d'aide. Ok, donc Griff, en faisant le tour rapidement, à l'arrière, tu vas te rendre compte qu'il y a une espèce de petite porte de service. Et Logan, quand toi, tu vas rentrer, tu vas pousser la porte, tu sens qu'il y a une espèce de petite résistance dessus, tu te rends compte qu'au final, il y a des choses qui sont contre la porte, tu pousses, ça traîne, t'entends racler contre le sol en plancher, et à l'intérieur, tu vas avoir la même scène que j'ai décrite à Griff, à savoir plusieurs rangées d'étagères style rayon de supermarché, et qui sont pour l'essentiel vides. Il y a des choses qui sont au sol, des pots éclatés, il y a encore quelques conserves qui sont elles aussi en train d'attendre d'être saisies peut-être. Il y a vraiment un gros bordel là-dedans, il y a des étagères qui sont pour certaines éclatées, cassées, des rangées qui sont poussées et non plus alignées. Et tu vas entendre un clic qui dit tout. Ok, j'essaie de me planquer un peu dans l'ombre. Ok, t'entends juste une voix qui gueule, et là, aussi bien Griff que Jebedia, et vous allez entendre distinctement: Saloperie de bestiole! Vas-y, avance! Avance et tu vas la prendre, ta cartouche! Ok, je vais rester encore silencieux un peu. Ça revient très clairement de l'intérieur. Ok. Tu sais pas trop où, très certainement du fond de cette grande pièce principale, quoi. Ça a l'air d'être une voix plutôt âgée, plutôt masculine, plutôt féminine. C'est la voix d'un homme. Tu n'arriverais pas à dire son âge comme ça, là. Très clairement pas vieux, mais pas jeune non plus. Donc ça te laisse une très belle fourchette entre la vingtaine et la quarantaine, cinquantaine, quoi. Ok, je vais tenter maladroitement un... Vous êtes qui? Je suis pas une bête. Tu entends un cliquetis. Vas-y, fais-moi voir ta gueule. Viens la lumière, là. Mets-toi à la fenêtre. Nous, on entend ça aussi. Alors, tu vas entendre une discussion forte entre deux voix. Tu vas pas reconnaître forcément celle de Jebedia, par exemple. Jebedia, lui, toi, tu assistes très clairement à ça sans avoir été découvert. Donc, effectivement, Griff, tu peux te poser des questions sur ce qui se trame. Ok, pendant ce temps, j'essaye d'ouvrir doucement la porte arrière pour rentrer. Ok, donc tu vois la porte arrière, tu saisis la poignée, tu essaies de l'ouvrir, ça ne s'ouvre pas. Tu sens qu'il y a, ça a été loqué. Ok, je vais pas insister là. Moi, j'épaule mon fusil et voilà, j'essaye de viser, sans tirer évidemment, en direction de à peu près là où j'estime que l'individu se trouve. Est-ce que je vois Oljebedia faire ça? Je pense que tu peux l'entendre, tu sais, les mouvements. Ok. Dans ce cas, comprenant, on assure un peu mes arrières, je vais lever les mains en signe de paix. Et tout doucement, je vais m'approcher de là où il m'a dit d'aller faire. Vous avez vu? Bonne bête. Vous êtes qui? Ouais, ok, c'est bien. C'est bon, tu peux baisser les bras. Je m'exécute. Je m'appelle Bob. Bob Bobinson. Logan Long. Faites quoi ici? Je me cache de ces putains de bestioles. Il y a des trucs qui traînent. Comment ça? C'est quoi, des bestioles, des rats? Si c'est que des rats. Ouais, non, c'est pas que des rats. Il y a des trucs un peu plus gros et il y a aussi des gens, bordel. Ils sont complètement tarés ici. C'est-à-dire? Expliquez-moi tout et je comprends rien. Tu vois l'ombre dans le fond qui se détache. Tu arrives à le situer sans problème. Jebedia, toi aussi, tu arrives à la voir, cette ombre. Il t'a pas remarqué. Et il s'avance un peu, mais toujours dans cette fond de pièce, tu as du mal à discerner ses traits. Tu distingues quand même un homme, fin de trentaine, début de quarantaine, sapé comme un ouvrier, et qui a entre ses mains un canon double qu'il porte en direction du sol, mais toujours entre ses deux mains, prêt à le relever si jamais. Il te regarde en laissant un blanc traîner, te dit
Il y a des choses qui se sont passées que j'explique pas. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut discuter tranquille? Ici, ça me paraît bien, gamin. T'es tout seul? Non. Tu vois qu'il relève un peu le fusil. Ah ouais. On cherche pas d'embrouille, ok? Là, je m'annonce, je dis Bob, baisse ton arme. Je vais me présenter. Voilà. On ne veut pas de mal. On veut juste comprendre ce qui se passe. Donc voilà. Pas de traquenard, hein. Pas de traquenard. Fais-moi confiance. Je vais avancer. Je vais baisser mon fusil. Si tu laisses baisser ton fusil, on va discuter. Il n'y aura pas de problème. Donc tu vois qu'il regarde par-dessus ton épaule. Hein. Il cherche la voix de Jebedia. Il essaie de le distinguer, de le trouver. Et, donc Jebedia, tu entres. Lui, garde son fusil levé, mais il est toujours comme ça, un peu presque sur la pointe des pieds, à regarder au loin. Et finalement, tu apparais. Il y a un petit mouvement, puis il finit quand même par le garder en bas, son fusil. Pendant ce temps-là, Griff. Moi, je vais revenir vers l'entrée, voyant que je peux pas passer derrière. Et puis, j'ai l'impression que les voix sont un peu plus calmes, donc Carrément. je vais arriver et je vais m'annoncer. Oh, et moi aussi, je suis là. Griff McCoy, pas d'embrouille. Ok, allez-y, rentrez, fermez la porte. Il va poser son fusil contre le comptoir et se diriger en direction d'une des vitres. Et puis vous allez le voir regarder dans la rue. Remettez cette étagère, là, s'il vous plaît, là. Celle que vous avez poussée, là. Je vais le faire. Et je vous connais pas, vous êtes pas d'ici. Non. Vous travaillez pas, vous êtes pas au fourrage. Vous êtes pas dans cette équipe-là. Vous venez pas d'ici. Non, on vient d'arriver dans la région. Mais l'ambiance elle était bizarre. Et on sait pas ce qui se passe. On comprend pas. Ça, c'est pas peu dire. Continuez à regarder à travers la fenêtre. Qu'est-ce qui vous fait peur là? Il y a des trucs qui rôdent des fois. Des animaux? On a vu des. C'était quoi, McCoy? C'était des. Ouais. Genre de chat, des coyotes. Il y a des coyotes. Ouais, ça, il y en a dans toutes les forêts. À savoir si eux aussi ils sont devenus aussi tarés que les autres. Non, moi je vous parle de gens, de personnes, des hommes et des femmes avec qui j'ai travaillé et qui ont complètement vrillé du jour au lendemain. Incompréhensibles, ils sont devenus totalement fous et ça a été le chaos. Je me suis dit que le meilleur moyen, c'était de venir me cacher ici. Attends, Bob, comment ça se fait que les autres soient devenus fous et toi, non, a priori? J'arrive pas à l'expliquer. Je sais pas. Peut-être que c'est l'eau. L'eau? Ouais. Et quand ils ont vrillé, moi je me suis réfugié là et puis moi je me suis contenté de manger et de boire ce qu'il y a ici. Et vous regardez, ouais, il y a des débris un peu partout, de boîtes de conserve ouvertes, de bouteilles elles aussi ouvertes et c'est clairement pas de l'eau. Pourquoi tu soupçonnes l'eau particulièrement? Il y a un truc avec l'eau? Je sais pas, moi écoutez, j'ai juste mangé et bu ici et du coup ça va. Regardez-moi, ça va. J'ai pas l'air d'être complètement taré, j'ai pas envie de vous sauter à la figure. Je le regarde avec un petit haussement d'épaule quand même. Hein. L'air de dire oui, bon, ça se voit pas tant que ça. C'est vite dit. Ouais, voilà. Écoutez, de mon expérience, si vous croisez quelqu'un et que vous voyez sortir de ses orifices, ses yeux, son nez, sa bouche, ses oreilles, un liquide noir, c'est plus la même personne. Ah, fallait commencer par là quand même. Un liquide noir comme ce qu'il y a dehors là, les flaques là. Ouais, mais ça c'est le pétrole, ça. Vous avez demandé si on venait du forage. C'est les gens du forage qui sont devenus bizarres. Je sais pas, ouais. Ça a peut-être commencé là. Il y a eu un bruit un jour et ça doit faire. Il cherche un peu dans ses pensées. 3 jours, 3 nuits, 3 jours que je suis là. Et ça a commencé. Il y a eu une grosse explosion. Je me demande s'ils ont pas fait péter un truc dans la montagne, je sais pas. Ça avait l'air juste à côté. Ça a pété et après il y a eu ça. Il y a eu des retombées de pétrole partout. Et ils commencent un peu à trembler. Et pourquoi t'es pas parti? Je sais pas où ils sont. J'ai entendu des cris dans la forêt. J'en ai vu partir. Il y en a qui sont venus ici, qui sont venus récupérer à manger, à boire. Et je les ai plus jamais revus, jamais entendus. Mais par contre, j'ai entendu des cris. Traitez-moi de lâche, si vous voulez. Non, je comprends. Griff, tu vas remarquer qu'il y a une porte au fond qui semble pas être celle qui te donne vers l'arrière. Ah, ok. Vu que toi, t'as fait le tour du bâtiment, tu peux comprendre qu'il doit y avoir une arrière-salle. Il y a quoi derrière là? Je sais pas, c'est fermé. J'ai pas réussi à l'ouvrir. J'ai pas envie de gâcher des munitions. Moi, je vais aller voir ça. Ouais. Tu vois qu'il y a marqué dessus, il y a un petit écriteau avec marqué pièce de stockage. On est à 3, on peut l'enfoncer facilement. Après, Bob, ils sont combien là, tes fous là, qui traînent dans la forêt? Il a un regard un peu écarquillé dans ta direction. Il te dit, bah, si pour moi je suis le seul, sur le site on était au moins une centaine. Oh, ça fait beaucoup ça. Ouais. On n'a pas assez de munitions là, Bob. Très clairement. Non, vous n'en aurez pas assez. Pas pour toutes ces personnes, mais là où ça peut être rassurant, c'est que j'en vois pas beaucoup. J'ai vu une ombre parfois se balader ici, un peu bizarre. Ça ne semblait pas être l'une des leurs. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre comme moi qui survit et qui arrive à avoir le courage de sortir. Vous avez vu où elle allait, cette ombre? Elle se balade au loin. Je l'ai jamais vu s'approcher du General Store. Griff, si jamais tu veux enfoncer cette porte de manière brutale et ô combien masculine, je t'invite à me faire un jet de grit. Alors si ça peut aider, j'ai une baramine. Excellent. Donc ça pourrait être fait avec avantage.
Alors là, il vient de se passer quelque chose d'incroyable. Griff vient de faire un 20 naturel sur son jet de compétences. Deux choix. Soit tu gagnes un ace, ça vous permet de relancer un jet de dés, soit tu peux immédiatement aussi gagner une compétence en rapport avec ce qui vient de se passer. Ce qui est exactement ce que je vais faire parce qu'en bon rôliste, les portes sont mes ennemis jurés. Si j'ai un moyen de me défendre face à ces créatures impies de l'existence, je vais effectivement prendre plutôt une compétence, c'est gérer des portes. Et je vais pas vous prendre en traître, parce que je m'en rappelle dans la foulée. Si jamais quelqu'un fait un 1 naturel, tout le monde perd ses aces. Ok. Et n'hésitez pas à les D'accord. utiliser. Ouais, ok, ouais. Sale. Donc tu saisis de tes deux mains calleuses le pied de biche de Logan, que tu enfonces dans l'interstice de la porte, dans un grand craquement. Tu fais sauter la serrure, qui, tu entends le morceau de métal qui semble retomber à la fois à tes pieds, mais aussi derrière la porte. Et elle va s'ouvrir dans un grincement. Bob Bobinson balance un petit hoquet de super. À l'intérieur, tu auras une odeur qui va sans doute rappeler des choses à Logan, celle plutôt de une viande un peu froide, quoi. C'est pas une odeur répugnante de pourriture, mais il y a cette odeur de corps mort. Il fait très sombre à l'intérieur, pour pas dire noir, puisque vous êtes très loin des fenêtres. Il n'y a aucune fenêtre qui donne autrement dans cette pièce. Moi, je braque mon fusil quand même vers la porte, plus par réflexe qu'autre chose, mais avec l'odeur, ça a attisé mon instinct de survie. Bon, je m'empare de la baramine. Pareil dans les skills, alors tu vas me valider si c'est bon ou pas. Le fait qu'un jour, je me sois retrouvé un peu à poil parce que quelqu'un m'a pris tout ce que j'ai débloqué la compétence que tout peut me servir d'arme. Parce que comme j'étais à poil, il fallait bien me défendre avec quelque chose. Donc la baramine à deux mains, telle une batte de baseball, quoi. C'est un peu ça. C'est parfait. Vous allez entendre le bruit un petit bruit de grincement de métal qui vient de derrière vous, et vous comprenez que Bob s'est saisi d'une lanterne tempête, qu'il craque une allumette et se met à illuminer un peu mieux la pièce. Il va se tourner plutôt vers Jebedia ou Logan et dire gardez un œil quand même sur les fenêtres au cas où. La lumière, ça pourra peut-être les attirer, j'en sais rien. Et il va avancer en tremblotant vers toi, Griff, avec la lampe tenue à bout portant. Il va tenir sa lanterne du bout du bras, se diriger à tes côtés et commencer à illuminer la pièce. Très rapidement, tu vas te rendre compte que c'est, comme le nom l'indiquait, une pièce de stockage, puisqu'il y a une bonne quantité d'étagères sur lesquels sont disposés des produits qui très certainement devaient être amenés à partir dans les rayonnages du General Store. Et tu vas apercevoir deux silhouettes au sol. Il y en a une qui est allongée contre le mur et qui tient entre ses mains la seconde dans un geste un peu de tendresse. Bob va avoir à nouveau un hoquet de peur, mais il va continuer à braquer la lumière dans la direction de ces deux corps. Et tu comprendras assez rapidement ce qui s'est passé, puisque tu vois donc il y a un corps qui est affalé contre les jambes de celui qui est assis contre le mur. Celui qui est contre le mur a sa main posée au sol près d'un revolver. Les projections de sang ne laissent pas de place au doute sur le scénario qui s'est passé dans cette pièce. La personne qui est allongée au sol contre les jambes de l'autre assise a été tuée par la première, et celle qui est allongée contre le mur s'est suicidée dans la foulée. Tu les reconnais, Bob? Ouais, c'est celui qui tenait le General Store, et c'est ça, c'est son compagnon avec qui... c'est ces deux-là, il est... Oh putain, me dire que je suis là depuis des jours à côté d'eux. Je vais machinalement commencer à fouiller un petit peu les corps. Tu t'avances. Petit réflexe de travail, tu sais. Quand tu passes à côté de Bob, Bob va te filer la lanterne. Il va lui mettre te la plaquer contre le ventre. T'es obligé à la saisir. Il va reculer. Tu vas entendre un peu des bruits de gargarisme. Tu vois, il se retient de gerber. Et toi, tu vas te pencher sur les corps. Donc tu vas voir que le premier homme qui est assis contre le mur a ce revolver à même le sol. Et tu aperçois, en fouillant, son poignet porte une trace de morsure. L'autre homme qui est contre ses genoux, qui est allongé, lui a des traces maintenant sèches de traînées qui laissent une teinte noire au niveau de ses orifices. Je me retourne vers Bob. Les fameuses traces dont vous parliez, c'était ça? Ouais, c'est ça. Merde. Je vais prendre le revolver. Je vais regarder s'il y a des balles dans le barillet. Il y a des balles dans le barillet. Bon, je vais prendre le revolver. Tu te relèves avec ta lanterne et puis tu vois qu'autour de vous, j'irais pas dire que c'est le jackpot, mais vous apercevez des boîtes de conserve, des bons faillots, des cornets de beef, de la viande séchée, du tabac à mâcher et quelques boîtes de munitions. Bon, je commençais à prendre 2-3 trucs parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé. Donc ouvrir une boîte de conserve et commencer à taper dedans un peu avec les mains, un peu dégueu. La base. Et puis après, je vais dispatcher les munitions. On est tombé sur un trésor, les gars. Ouais. Espérons qu'on en sorte vivant pour le ramener. Ouais. Bon, en tout cas, Bob, t'as l'air d'avoir peur de... C'est fou, mais bon, ça reste... visiblement, ça reste des humains. On peut leur faire mal, on peut les tuer s'il faut, si c'est nécessaire.
Ça a l'air de mourir. Tu dis ça et tu finis par te tourner vers Bob qui est retourné surveiller les fenêtres et tu vois qu'il s'est plaqué contre un mur et qui semble un peu se cacher de la fenêtre. Et il a une respiration assez rapide. Il jette des coups d'œil par la fenêtre. Je fais signe à mes compagnons de pas bouger et discrètement, je vais aller à côté de lui, le revolver à la main. Là, putain, regarde. T'as vu un truc? Il y a le truc là, regarde. Je regarde dans la direction qui me fixe. Tu vois la longue rue qui s'étend assez loin, sur bien 30 mètres. Et tu aperçois une silhouette qui passe au milieu des cabanes, assez distraite, comme si elle passait simplement, elle faisait sa vie. Il y a un rayon de lumière qui va capter cette silhouette-là, ce qu'il semblerait être son visage peut-être. Toi aussi, tu auras un mouvement de retrait quand tu te rendras compte, quand ton cerveau aura fini de process, que cette silhouette, ce visage, ne semble pas avoir de traits. Et le temps de te remettre de tout ça sera repassé entre deux bâtiments et aura disparu. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Je sais pas, putain. J'ai pas envie de sortir, moi. J'ai pas envie de crever ici non plus. T'as déjà vu ça? Je pense l'avoir déjà vu, ouais. Ça semble traîner ici depuis que ça a commencé. Oh le fuck, c'est peut-être le truc qui est à l'origine de tout ça, non? J'en sais rien, j'en ai jamais vu des trucs pareils, moi. Au sud, ils s'amusent à parler des Yétis, là, bien sûr. Mais là, on n'a pas ces conneries ici, nous. De toute façon, ça avait même pas de poils. Ça avait pas grand chose visiblement. C'était habillé ou c'était une silhouette qui avait l'air nue? Elle avait l'air habillée, genre poncho et un chapeau sur la tête. Ah, il y avait un chapeau, mais pas de traits sur le visage. Non, le visage avait comme s'il y avait pas d'oreilles, pas de nez. En mode Slenderman, quoi. Mais humanoïde, ok. Je vais raconter ça à mes compagnons pour le coup. Il y a une silhouette bizarre. Je viens de voir. C'était vraiment, ouais, c'était vraiment bizarre. Silhouette humanoïde. Je suis pas sûr que Logan sache ce que veut dire humanoïde, mais il y a un type là dehors avec un chapeau et un poncho, mais il avait pas de visage. Pas de visage. Pas de visage. Bizarre quand même. Ouais. Pas de visage. Toi, t'as encore forcé sur la bouteille. T'as caché une bouteille dans tes affaires, Logan. Non, Tu m'as pas non, dit. non. Peut-être, mais ça fait longtemps que j'ai pas bu. Ah. Mais c'est qui ce mec? Il est tout seul. Tu l'as vu avec quelqu'un? Non, je l'ai vu tout seul. C'est pas un seul mec tout seul qui va nous faire peur quand même. J'ai pas dit que j'avais peur, j'ai dit qu'il avait pas de visage. En général, quand je vois des types comme ça, c'est ceux que j'ai mis en terre. Ou ceux que j'ai retirés de terre. Et ça t'arrive souvent de retirer des mecs de terre? Pas de jugement, ok? Ça dépend s'ils ont des affaires de valeur avec eux, j'imagine. Disons que ce que je déterre, ça porte des vêtements, quoi. Et je regarde Griff. Ça va, ça arrive pas si souvent que ça non plus. Il suffit d'une fois, Griff. Il suffit d'une fois. Il suffit une fois pour ruiner une réputation. Exactement. Trêve de tergicavération, hein. Il y a un truc qui a pas de visage qui est dehors et il y a des trucs avec du pétrole qui coule des yeux et du nez et de la bouche. Soit on se casse, soit on va voir, mais on va pas rester là à se planquer. On peut peut-être essayer de lancer un cheval comme l'heure pour attirer le machin. Comme ça, on verra peut-être un peu mieux comment ça réagit, ce que c'est, et on lui tombe dessus. Ouais, pourquoi pas, ouais. C'est pas con. Après, Bob, est-ce que tu sais s'il y a un endroit, une armurerie ou un bureau du shérif, du marshal, où on peut prendre des fusils, de la dynamite, des trucs costauds, quoi. En le regardant, Jebedia, tu remarqueras que la crasse de son visage a été nettoyée par quelques coulées de larmes. Il te dira, bégayant, bien sûr que non. Ici, on n'est pas dans une ville, une vraie ville. Ici, on est dans le domaine de l'Incorporation, c'est tout. On a ce General Store pour nous donner à manger. Et encore, on paye ça avec la putain de monnaie de Incorporation. Il n'y a pas tout ça, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de personne de loi. On est juste nous à bosser dans cet enfer de merde. Et en général, l'approvisionnement, il se fait tous les combien de temps? Il va venir tous les mois. Et là, ça commence à faire. Ça fait plus d'un mois. Je pensais que c'était vous, moi. C'est bien eux qui vous envoient, non? Peut-être bien. Ouais, ils nous ont dit de venir récupérer ce qu'il y avait à récupérer. Je commence à me demander s'ils nous ont pas envoyé. À récupérer ce truc-là. Ça, c'est bien leur genre, les salauds. Ou peut-être en gros, aller voir ce qui se passe, quoi. Sans nous en dire plus. Écoutez, pour moi, c'est parti en couille. Vraiment, le point de départ, c'est quand il y a justement un des gars de l'Incorporation qui est arrivé. Ah ouais? T'es qui? Je sais pas, il traînait pas avec nous, il venait jamais ici, il était constamment enfermé dans l'ancienne Syrie. Ils ont tout aménagé là-bas pour lui. Là. C'était un type, on aurait dit, un scientifique. D'accord. Parce que c'est un gros truc, l'Incorporation, j'imagine qu'on connaît pas tous les membres. C'est tentaculaire, ouais. Vraiment la méga corpo, la cyberpunk, quoi. Ok. La Syrie, tu dis? Ah, peut-être le coup d'aller jeter un œil, tu l'as pas revu depuis que ça a commencé? Non, aucune idée. Je sais pas où il est.
Je sais pas s'il est vivant. Si c'est devenu une de ces saloperies de merde, vous allez pas me laisser là, les gars. Tu veux venir avec nous, on va pas rester ici. Il faut que tu viennes avec nous, ouais. On va aller jeter un coup d'œil à la Syrie. Tu nous montres le chemin. Plus on est fort. Il va se diriger au comptoir et récupérer son fusil. En vrai, je veux pas qu'on attende le jour. Ça arrive dans combien de temps le jour? Vous arriviez en fin de nuit. Donc là, on est plus en début de soirée. Il doit être 21h, 22h. Ouais, ça fait peut-être un peu beaucoup attendre. Ouais, surtout coincé dans un truc. Et moi, ça fait des jours que je suis là, il n'y a pas de problème. Hein. C'est vrai. On peut profiter de la nuit pour se glisser discrètement vers la Syrie. Je sais pas s'ils sont très malins la nuit. En tout cas, j'en ai jamais trop vu, à part ce truc chelou qui se balade. Tu les vois plutôt la nuit ou plutôt le jour? Je dirais plutôt le jour. La dernière fois que j'en ai vu, c'était hier au petit matin. Et ils étaient 3 et ils ont sauté sur une bestiole. Ils lui ont sauté dessus et puis ils lui ont bouffé la gueule directement là au milieu de la rue avant de se barrer. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut planquer les chevaux? Part dans un plus grand bâtiment. Il hausse un peu les épaules. La Syrie peut-être. La Syrie, en termes de distance, pour bien se représenter, elle est... Alors vous avez pas d'idée, mais il y a des chemins, des panneaux que vous aviez déjà croisés. Oui, on a creusé un peu. Ouais, bah, effectivement. Je vais lui demander s'il faut, si le trajet à pied est long ou est-ce qu'il faut nécessairement y aller à cheval. Non, à travers la forêt, en suivant le chemin, on en a pour 200 mètres. À pied, rapide. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Ouais, faut aller voir. Ouais, on y va. Pour les chevaux avec nous? Ça m'embêterait qu'ils se fassent bouffer sans pouvoir s'enfuir. T'as raison, Logan. Si on peut les mettre à l'abri là-bas, ce sera mieux. McCoy, ça te va? Allez, c'est parti. Pour monter sur vos chevaux, toujours en regardant cette grande rue, voir si cette silhouette ne réapparaît pas. Bob semble encore plus stressé qu'il ne l'était à l'intérieur du General Store. Il jette des coups d'œil absolument partout. Il respire fort, et vous le voyez au rythme de sa respiration. Il indique que c'est par là. Faisons vite, là, s'il vous plaît. Vous marchez avec vos chevaux ou vous montez dessus? On va peut-être marcher avec les chevaux. On a envie quand même de les monter pour aller plus vite. Hein. Je sais pas, est-ce qu'on n'est pas plus discret en marchant à côté Oui, on peut marcher. Après, c'est sûr que voilà, sur le cheval, voilà, moi j'ai une position. S'il faut tirer avec mon fusil, je suis plus. J'aurais peut-être une meilleure visibilité, mais après pour 200 mètres, ouais, on peut marcher à côté. Hein. Ouais, c'est un peu américain de monter pour 200 mètres. Qui prend Bob? Personne. C'est l'idée. Donc Bob marche à côté. Très bien. Non, moi je prends Bob avec moi. C'est gentil. Donc il va se coller serré, il va se tenir, il va t'étreindre. Il prend la taille. Le chemin se fait dans un lourd silence, ponctué du ululement de ces fichus chouettes tapant sur votre système. Au loin apparaît la silhouette de la Syrie. Grand bâtiment qui s'élève assez haut comparé à ceux que vous venez de quitter dans le village, qui est cerclé par une série de barrières, un peu cette zone. La Syrie semble être abandonnée, il y a des grandes portes coulissantes sur rails, et vous apercevez non loin d'elle, une espèce d'énormes trous dans le sol qui a été visiblement fait de la main de l'homme. Hein. C'est une forme rectangulaire de 2 mètres sur 4. Le terrain est plutôt dégagé et il ne vous semble pas apercevoir de silhouette. On va tenter de se rapprocher discrètement, le plus discrètement possible. Le plus près, c'est le trou ou les portes de la Syrie? Vous allez passer pas devant le trou. Si tu fais une ligne droite, ça sera clairement la Syrie. Moi, je serais tenté d'aller voir le bâtiment et voilà, au fur et à mesure qu'on se rapprochera du trou, j'aurai la main sur la détente. La gâchette facile. Ouais, je suis assez d'accord. C'est all jab. Hein. Avançons vers le bâtiment, mais sur nos gardes. Vous arrivez sur les portes d'entrée de cette ancienne Syrie, donc des grandes doubles portes sur rail qui sont coulissantes. Vous saisissez les poignées pour en tirer une, la faire glisser sur son rail et faire passer vos chevaux à l'intérieur. En arrivant au niveau de cette zone, vous êtes presque agressé par cette odeur du goudron de pain. Alors que la porte s'ouvre, vous voyez des particules flotter dans l'air de sueur. Et à l'intérieur de ce bâtiment, qui est totalement à l'abandon, vous avez encore d'anciennes machines maintenant rouillées. Il y a de nombreuses boîtes en bois, des caisses avec d'écrits dessus, tamponnés Incorporation. Vous avez encore le vent qui semble s'insinuer à travers les linteaux de bois ajourés de ce bâtiment, sans pour autant être aussi froid et gelé que vous l'aviez eu dans le village. Et alors que la porte se referme derrière vous par celui qui la referme, il vous semble à un moment entendre même le bruit distant de scie en action, très diffus, mais ça disparaît aussi vite que c'est apparu.
disparu. Ça a été remplacé par le tintement du bruit de métal, un peu comme un carillon. Vous avancez avec vos chevaux et apercevez l'essentiel de cet espace qui, comme je le disais, est composé de caisses en bois, de plusieurs grandes tables de travail. Un détail qui va vous poser, j'imagine, encore plus de questions, mais répandu au sol, mais aussi planté avec des clous un peu partout, à droite, à gauche. Il y a des papiers, des pages. Ok. Il y a quoi sur ces pages, si on va voir? En jetant un coup d'œil sur ces pages, vous apercevez qu'il s'agit systématiquement de poèmes. Et en relevant un peu les yeux, vous allez apercevoir un chevalet sur lequel repose une toile, une peinture, qui est recouverte d'un drap, d'un tissu. Donc vous allez vous parcourir un peu par terre, planté contre un poteau, parfois même en hauteur sur une poutre, voir ces poèmes-là qui sont vraiment variés, aussi riches les uns que les autres. Peut-être même en avez-vous déjà entendu quelques vers à droite, à gauche. Et là, je vais vous poser une question intimiste. On va commencer par Djebedia. J'aimerais juste que tu nous dises, qu'est-ce que ça te rappelle de ton passé? Un événement. En lisant ces poèmes-là... Ça me rappelle que ma fille, elle s'asseyait quand elle était gamine auprès de la cheminée et elle lisait des bouquins. C'était pas de la poésie, mais ça me fait penser à ça. Intéressant. Griff, quant à toi? Ça me rappelle quand j'étais gamin et que mon père m'emmenait cavaler un peu à travers la steppe pour chasser. En fait, il m'a appris à monter le cheval, à tirer à la carabine. J'ai ce genre de flash. C'est beau. Qu'est-ce qu'il va faire, Logan? Il va regarder ce chevalet? Totalement, ouais. Tu vas tirer sur le drap, le tissu qui le recouvre, et derrière, tu vas tomber sur une peinture d'un style naturaliste. Une peinture à l'huile qui dépeint une pluie d'étoiles sur un ciel sombre, au-dessus d'une forêt, au pied d'une montagne. Et tu remarqueras que une de ces étoiles, qui a été précisément peinte d'un noir très profond, sur le fond plutôt bleu foncé du ciel. Ok. Je t'invite aussi à me faire un jet immédiatement de Wits contre un DD de 15. Non. Donc tu remarqueras donc ce ciel étoilé, cette pluie d'étoiles filantes au-dessus d'une montagne et au pied d'une forêt. Tu la manipules, tu fais quelque chose avec? Le ciel étoilé me fait penser à un ciel que je reconnais éventuellement. En observant un peu le ciel, il te semble y avoir quelque chose de décalé, bizarre. Ok. C'est pas ces étoiles filantes, c'est peut-être les emplacements de ces constellations, peut-être qu'il y en a une que tu reconnais pas du tout. Ouais, c'est plutôt dans cet esprit-là, effectivement, parce que pour le coup, Logan, il passe quand même beaucoup de temps dehors la nuit. Et c'est vrai que dans les petits moments de pause entre deux pelletés de creusage de tombes, il regarde un peu le ciel. Et bon, Logan va pas réellement insister sur le chevalet. Néanmoins, deux choses. Un dernier détail que tu vas avoir, c'est que tu distingueras un peu au dernier moment de ton investigation, et il y a une date marquée dans un des angles en bas de cette peinture qui correspond à une date très ancienne. Ok. C'est vieux. Et maintenant, je vais te poser une question de Game Marshall à joueur. Il y a quelque chose qui est perturbant dans cette peinture. Un détail. Dis-moi lequel. La toile avec laquelle est faite la peinture. Ça ressemble pas à une toile normale. En tout cas, pas les toiles qu'on utilise. Mais par contre, quand Logan voit la date, il dit que potentiellement, ça peut être quelque chose qui vaut un peu de pognon. Donc là, pour le coup, il va la. Ça marche. Tu vas la remettre dans son tissu, la barder un peu de corde et l'accrocher au flanc de ton cheval. Ouais. Parfait. Vos chevaux semblent un peu plus calmes. Tu remarqueras que tes camarades finiront de poser ou voire même rejeter dans les airs quelques feuillets de poèmes. Bob, quant à lui, regarde avec anxiété les espaces qu'il y a entre les lattes qui forment les murs de cette scierie. Surveillez un peu les arrières. Qu'est-ce que vous faites? Il y a d'autres portes, d'autres salles. Effectivement, de l'autre côté, à l'opposé, il y a le même système de porte. Et entre les deux, tu as la vieille machinerie, donc une scie circulaire, et tout le système qui permet d'acheminer des troncs d'arbres et de les transformer en planches. Il y a encore d'ailleurs des planches un peu à l'abandon, des troncs sciés, etc., etc. Ok. Et pour le coup, pas de traces du type de l'organisation. Ah non, pas du tout. Pas de traces de ce scientifique. Et d'ailleurs, quand tu t'approches un peu plus loin en direction de l'autre porte, Griff, tu apercevras entre les caisses. Donc je disais, il y a des caisses en bois qui sont tamponnées Incorporation. Tu apercevras que d'une caisse ouverte qui est plutôt à hauteur posée au sol, qui est vraiment à hauteur de genoux
de bassin sortir des espèces de tuyaux en caoutchouc. T'apercevras dans une autre à côté des pièces en métal, des trucs forgés, bien faits quoi. Et ce qui était caché par cet empilement de certaines caisses, tu apercevras caché derrière ces caisses-là une espèce de support de taille humaine, comme quelque chose qui permettait de soutenir un homme debout. Comme un tripalium un peu. Je vais googler ça. Hein. Ah oui, je sais pas ce que c'est non plus. Un tripalium, c'est un espèce d'engin de torture romain sur lequel on accrochait des gens qu'on torturait. Et en fait, tripalium, c'est de là que vient le mot travail, qui vient donc directement d'un engin de torture. Ah oui. C'est triste. Hein. Et c'était le D'accord. petit message gauchiste. C'est plus vraiment un support, c'est genre un porte-mannequin, tu vois. C'est pas un engin de torture, il n'y a pas de sang, il n'y a rien. Mais par contre, tu apercevras que y a autour de ce support des morceaux de métal et là encore des bouts de caoutchouc. Quoi. Et à côté, surtout vraiment à côté, il y a un tonneau de bois, même plusieurs, mais un qui est ouvert, duquel tu vois tout de suite qu'il y a ce qui semble être du pétrole. Et sur la table de travail qui est à proximité, tu apercevras plusieurs bouteilles d'un liquide, des flacons en verre avec une étiquette. C'est le même genre de liquide. Si tu vas regarder l'étiquette, Je vais regarder l'étiquette, ouais. tu verras que dessus il y a marqué térébenthine. J'ouvre la bouteille et je sens pour vérifier si c'est bien de la térébenthine. Ça pue la térébenthine. Parfait. C'est plus ou moins un truc à boire, hein, la térébenthine, on est d'accord. Alors ça pouvait servir en faible dose, effectivement, en guise d'huiles essentielles. C'est une des substances qui permettait d'enlever justement tout ce qui était les matières type pétrole, type goudron, pour nettoyer. D'accord. Ah, c'était un décapant. Ouais. Ok. Allez, cul sec, Griffe. Alors, si j'ai cette information, non. Et c'était un solvant dans la technique de la peinture à l'huile aussi. Ah, un artiste scientifique. Ouais. Bien. Étrange. Qu'est-ce qu'il faisait ici, ce type-là? Ce scientifique-là, c'est quoi ça? Il est complètement taré, il faisait des expériences bizarres. C'était sur des gens, vous pensez? Ça serait pas étonnant, hein, vu que t'as l'air de Il y a dire que tout le monde a pété un câble dans le coin. Et j'ai jamais entendu quelqu'un se plaindre de lui. Hein. Vous n'avez pas de son nom sur les écrits, sur les trucs, il y a rien qui pouvait porter un nom éventuellement? Le scientifique, là? Ouais. On n'a jamais demandé comment il s'appelait. On l'appelait scientifique, tout simplement. Tout simplement, ouais. Bon, bah nous voilà pas beaucoup plus avancés. Est-ce qu'on voit au sol s'il y a des, je sais pas, des traces de sang ou non, il y a... Non, ça va être vraiment des... Le sol, c'est directement la terre battue. À la limite, dans les plus fraîches, t'auras des traces de pétrole, et principalement autour de ce support. D'accord. Et pas de traces de pas récentes ou... Alors récent, tu sauras pas le dire, mais oui, il y a des traces de pas. Ça piétine un peu partout. Hein. Ouais, d'accord. Oui, ça va pas dans une direction en particulier. Non. Le bâtiment étant plutôt bien isolé de la météo, tout ça, dater des traces dans de la terre battue, je pense que c'est trop compliqué. Hein. Ouais, ok. En particulier pour un notaire. Oui, c'est vrai. Que faites-vous? Moi, j'essaye de fouiller, voir, si j'arrive pas à retrouver d'autres papiers autres que des poèmes ou un espèce, je sais pas, de journal intime ou de journal de bord. On va voir si on peut identifier le scientifique, si j'arrive à lire à peu près, à comprendre ce qu'il faisait comme expérience. Je vais te demander de me faire un jet de luck. Tac. Oula, très joli, 18. Oh, joli. Bien. C'est une réussite. Tu vas fouiller et tu vas retomber très vite au final sur les seuls éléments de papier qu'il y a, qui sont ces extraits de poèmes arrachés à droite à gauche de certains livres. Sur certains, effectivement, tu vas voir des notes gribouillées, un peu à l'arrache, sans trop savoir quand est-ce qu'elles ont été écrites, à quel moment. Et ça va t'amener, avec tes connaissances, que tu peux comprendre et extrapoler de tout ça, que ce scientifique-là semblait bosser sur une invention révolutionnaire. T'as des éléments de pensée plus que des choses vraiment écrites, comme s'il préparait l'écrit de son autobiographie, qu'est-ce qu'il pourrait dire aux journalistes quand ces découvertes seront enfin répandues à travers le Lost Frontier. Et tu verras qu'il parle de révolutionner le monde industriel, du remplacement des ouvriers par des machines, limiter à la fois l'effort humain et la sécurité de tout le monde. Ça a l'air d'être assez bienveillant sur ce qu'il compte faire. Les derniers papiers sur lesquels tu vas tomber vont en général le mettre ça a encore échoué, je n'y arriverai donc jamais, et il me manque un élément, il faut quelque chose de plus pour que ça fonctionne, est-ce que j'arriverai enfin à le trouver? Et voilà. D'accord, et pas de nom, c'est pas signé. Non, c'est pas signé. D'accord. C'est écrit comme ça, c'est des fois dans les marges voire en travers des poèmes, quoi. Ok, bon, je fais part de cette découverte à mes compadres. Il est complètement taré, ce mec. Remplacer les hommes par des machines, ça arrivera
jamais. Surtout quand on voit la tronche des machines. Hein. Hum. Et vous pensez que peut-être il a fini par y arriver, et sauf que ça s'est retourné contre lui. Moi, un jour, il y a un espèce de chariot qui s'est retourné contre moi parce qu'il était mal attaché. Ça a failli mal se battre. Hein. Je sais pas s'il a réussi, mais en tout cas, je suis sûr qu'il a continué jusqu'au bout, ça c'est sûr. Peut-être qu'il est encore en vie. Hein. Qui a encore envie. Peut-être A qu'on peut essayer de le priori, retrouver. faudra T'as lui mettre l'indication. la main dessus. Ouais. Là, c'était son bureau, mais peut-être qu'il était à l'atelier ou quelque chose, non? Et ça vaudrait pas le coup d'aller voir dans les mines s'il s'est planqué là-bas. Ou, pas la mine, pardon. Le champ de pétrole, La pompe à pétrole. Ouais. ça vaut le coup, je pense. Bob Bobinson est toujours contre les murs et il dit vous êtes sérieux là maintenant? Tu veux y aller quand? Mais on n'est pas venu ici pour rester et passer la nuit justement? Ah non, on est venu ici pour essayer de savoir ce qui se passe. Pour planquer les chevaux, surtout. Ah merde, pas ce que je voulais moi. Tu peux rester là, hein. C'était la trouille. Bah, j'étais mieux là-bas, au moins il y restait encore un peu à bouffer là. Bah, dans ce cas, reste avec nous. Bob, on est ta seule porte de sortie, donc plus vite tu joueras le jeu, plus vite on pourra partir d'ici. Ce serait bien que tu nous files un coup de main. Regarde de pied en cap, je sais pas ce qu'on va réussir à faire avec quelqu'un aussi vieux. Petit con. On peut pas juste se reposer encore un petit peu là, que je dorme un peu? Bah, dors si tu veux, on va faire un tour. Ok, je vous suis. Très bien, il abandonne. Il a raté son G2. De morale. Bon, on va essayer de retrouver ce scientifique étrange là. S'il est encore là, S'il est encore là, ouais. De toute façon, il est pas ici, donc ça sert à rien qu'on reste là. pas faux. Visiblement, les créatures ont l'air d'être plus actives la journée que la nuit. Peut-être le coup de profiter un peu de la lueur de la lune pour rester discret. Les chevaux sont à l'abri. Je pars en éclaireur avec le temps que j'ai passé dans le désert, j'arrive à bien m'orienter la nuit et c'est comme si ma vision s'était habituée à l'obscurité. Vous avez deux options. Soit passer à travers la forêt sur l'espoir que Jebedia a bien les bons yeux et ce qu'il dit c'est vrai. Soit repasser par le village et utiliser la signalisation, tout simplement. C'est vrai que c'est indiqué quand même. C'est vrai que c'est indiqué, effectivement. Mais ça demande à repasser par le village. Ouais, après c'est 200 mètres. Après, si on passe par la forêt, on peut être plus facilement à couvert. Passer quand même beaucoup de temps dans la nature, mais c'est votre décision, je comprends parfaitement. Si vous voulez passer par le village, on passe par le village. Nécessairement, tu te sens à l'aise à l'idée de retrouver notre chemin à travers les bois. Si on peut gagner du temps en faisant ça, faisons ça. Et moi, je sais à peu près où c'est, mais ouais, je pourrais peut-être t'aider. C'est quoi ton nom? Jeb, tu peux m'appeler Jeb. Écoute, Jeb, ouais, si tu veux, par la forêt, je pourrais peut-être être d'un secours. Ouais, Eh ben faisons ça alors. en espérant que les bestioles ou ces humains, ces fous, ne dorment pas dans la forêt. Ça, je peux pas vous le garantir. Vous allez prendre le chemin de la forêt à pied, laissant vos chevaux dans la scierie sous la protection des portes et du calme relatif de ces environs, coupés à travers les pins, en suivant les quelques conseils de Bob Bobinson et en utilisant les bonnes compétences de Jebedia. Jebedia, je vais t'inviter à me faire un jet de wits. Bon, je précise bien que j'utilise mon skill perdu dans la nature. Excellent, qui est donc une réussite, ce qui va permettre à Jebedia, accompagné de Bob, d'éviter les tracas, même si tout de long du chemin, vous allez faire deux rencontres, entre guillemets. La première, où Bob va jeter sa main contre sa bouche pour retenir un cri, et vous allez observer une silhouette au sol, recouverte de neige, un corps qui semble encore assez frais, et quand vous passez non loin, vous remarquerez qu'il est taché d'huile de pétrole. Vous voulez faire quelque chose de particulier avec lui? On est tous partis ou t'es parti en éclaireur là, pour le coup? Oui, disons éclaireur, oui, je passe devant pour montrer le chemin. Mais oui, oui, dans ma tête, on était ensemble. Je partais juste. D'accord. J'ouvrais la voie. Mais... Bon, bah, moi je vais m'attarder sur le cadavre, hein. C'est un peu mon dada. Donc tu vas voir qu'il a des taches noirâtres et en le retournant, tu vas percevoir que son visage, ses orifices sont pleins de traînées de liquide sombre qui ont maintenant séché, se sont dilués avec la neige et il est bel et bien mort. Je t'invite à me lancer 2d6. En lui fouillant les poches, tu vas tomber sur des boutons de manchette. Tu vas voir que l'homme porte des chemises de qualité qui pourraient peut-être te rapporter pactole supplémentaire, quoi. Très bien, donc je vais effectivement les prendre. Et je regarde comment est-ce qu'il a l'air d'être mort, tu veux dire? Tu sais pas trop. En tout cas, il est dur comme la pierre. Ok, il y a des traces de morsure. Pas de traces de morsure, pas de traces de blessure. L'homme est juste affalé contre le sol et il y a ces taches de pétrole un peu partout sur lui. Ok? Ouais, ok. La deuxième chose que vous apercevrez comme rencontre, au fur et à mesure de votre cheminement, des gémissements, peut-être presque même des cris plaintifs. Vous prenez ça pour un animal et finalement, en arrivant suffisamment proche, vous apercevez et vous entendez bel et bien la voix d'une personne. Il s'agit d'une femme
qui est prise au piège dans une flaque de goudron. Elle est plaintive, presque mourante. Vous pensez même que c'est peut-être une question de temps et que même en la sortant d'ici, ça ne suffira peut-être pas pour la sauver. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je vais m'approcher. Jusqu'à te faire voir? Non, je veux voir si elle a l'air paniquée mais normale, ou si elle a l'air paniquée mais un peu bestiale et... Des trucs qui sortent des yeux, quoi. Ouais, au hasard. Tu t'approches suffisamment près. Fais-moi un jet de slick. Mais incroyable! Donc encore une compétence de gagner. Hein. Tu t'approches, elle ne te calcule pas. Et tu la vois qu'elle essaie de se dégager, de gratter, d'essayer de sortir de là. T'entends des gémissements plaintifs, des appels à l'aide. Donc très clairement, elle semble avoir sa tête à l'aide. Aidez-moi à sortir de là. Et tu la vois gratter la neige qui glisse et qui renvoie par poignée derrière elle. Et la moitié du corps qui est dans cette espèce de goudron. J'aime pas trop beaucoup ça quand même. Elle sort de là ou... Parce que... Bon, elle a l'air d'avoir des traces d'huile, mais ça se trouve, on peut peut-être en apprendre plus sur ces gens, créatures. On peut demander à Bob s'il la connaît, s'il la reconnaît déjà. Ouais, peut-être. Bob, Oui, quoi? c'est qui cette femme? Ça, c'est Miranda. Putain, merde. Elle est toujours vivante? Faut aller la sauver là. Puis commence à se rapprocher. Attends, Bob. Quoi? Doucement. Regarde sa peau. Et Regarde là. alors, oui, d'accord, mais elle a l'air bien, elle a l'air propre. Enfin, propre. Dans sa tête, elle a l'air d'être. Ouais, c'est peut-être... je sais pas, peut-être qu'ils mettent du temps à se transformer, les gens. Il te regarde. Ouais, c'est possible. Ok, qu'est-ce qu'on fait alors? Je suis d'avis qu'on attende qu'elle crève. Il te regarde les yeux écarquillés. Non, mais on pourrait la sortir de là, je suis sûr. Et si elle est contaminée, Ah bah on la flingue. tu veux aller la voir, toi? Bah, je sais pas, on lui jette une corde, elle se débrouille, et si elle pète un câble, on la flingue. Sûr de toi? Non, mais ça m'embête de laisser crever quelqu'un. J'ai mon grappin, hein, si vous voulez la tirer d'ici. Je suis d'accord avec Griff, ouais, il faudrait la sortir de là. Peut-être qu'elle peut nous donner des infos, mais au cas où, oui, il faut pas hésiter à l'étrangler. Éviter de faire du bruit avec... Écoutez, je sors ma corde, j'ai 100 feet de corde. Je rappelle que j'ai un grappin. Mais là, à la rigueur, on n'a pas besoin de s'accrocher quelque part. Ah, parce que quand je te vois avec la corde, moi je te montre le grappin, hein, clairement. L'air de dire ça, quand ça s'accroche, ça s'accroche. Oui, mais je veux pas m'accrocher, ça servira, mais je vais plutôt essayer de faire un espèce de lasso. En fait, non, je lui envoie la corde et je lui dis de s'accrocher et puis on tire, quoi. Je dis, Logan, prépare ton fusil et dès qu'elle moufte, tu tires. Mais tant qu'elle moufte pas, tu tires pas. Ok, comme tu veux. Et je lui lance ma corde. Parfait. Bob Bobinson est à tes côtés. Le gars, il t'imite un petit peu en disant putain, on en est là, quoi. Et la corde de griffe s'élance. J'imagine que t'as fait une espèce de boucle Ouais. Au bout de la corde. Ça lui tombe juste devant elle. Elle relève la tête, très surprise, et cherche d'où ça peut venir. Et puis elle va remonter tout simplement la corde jusqu'à voir ta silhouette entre deux arbres dans cette nuit profonde maintenant. Merci. Ah, mon sauveur. Et elle va attraper la corde à ses deux mains, tu vas se tendre dessus et elle va essayer de la tirer à elle. Et tu vois que ça sort pas, quoi. Vas-y, tirez. J'ai fait tout ce que je peux, putain. Elle est bien accrochée. Elle est bien engluée, tu vois que ça s'extirpe un petit peu, mais il lui faudra de l'aide. Sur toute seule, elle n'y arrivera pas. Tire sur la corde. Tu l'aides. Ça prend plusieurs dizaines de secondes avant que tu arrives à l'extirper. T'as vraiment ce côté aspiration plus colle de cette résine qui est assez insupportable. Tu la vois qui doucement mais sûrement s'extirpe. Elle va juste simplement rester au sol, allongée et halter sous l'effort qu'elle vient de faire, quoi. Bob va lui parler. Bob s'approche avec son fusil. Il regarde un dernier coup d'œil en direction de vous trois et qui s'approche de Miranda. Miranda, ça va? C'est Bob Bobinson. On s'est déjà croisés. Ouais, je sais, j'étais un peu lourdeau, mais bon, j'étais pas méchant non plus, hein. Bon. Comment ça va? Tu sais ce qui se passe ici? Et puis il regarde toujours dans votre direction. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Qu'est-ce qu'elle foutait là? Miranda, je suis avec des gens bien là. Ils viennent de l'extérieur, c'est Link Corporation qui nous envoie. Ils sont là pour tout sauver. Tu pourrais juste leur dire qu'est-ce que tu faisais là? Il s'est passé quoi? Elle va être au sol, elle va être en train de rechercher sa respiration qui est très profonde sous l'effort. Elle va tourner la tête un peu dans votre direction en regardant à même le sol et vous allez l'entendre dire c'est cette connerie de pompe, elle a pété, ça en a foutu partout et après les gens se sont... Et vous allez la voir qui commence à se cabrer et à se taire et s'agiter dans des spasmes un peu étranges. Les gars,
C'est le moment. Je tire. Dans la seconde qui suit, la forme de Miranda qui vient sauter à la gorge de Bob Robinson et lui mordre à la jugulaire. Bob Robinson qui par réflexe tire avec son fusil dans les airs. Et Logan qui abat Miranda d'un geste précis. Accorde la femme s'affale. Genre Bob Robinson est mort. Bob Robinson est en train de se tenir le cou où son sang coule à bouillon et à moitié affalé sur les restes de Miranda et qui gargouille ses propres fluides avant de finir par s'effondrer lui aussi sans bouger. Ah bah merde. Bob, non. Ah, c'est con d'avoir survécu aussi longtemps pour mourir comme ça. J'avais prévenu qu'il fallait pas la sortir. Ouais, mais au moins on sait à peu près d'où ça vient maintenant. C'est vrai. Non, perdons pas de temps. On va récupérer le fusil de Bob et puis on trace en direction de la pompe. Moi, je vais quand même fouiller Miranda. Hein. Oui, on peut fouiller Miranda, c'est vrai. Ça va tellement c'est un D66 s'il te plaît, 2D6. Salut. Tu vas la palper en tout bien, tout honneur et récupérer sur sa personne une photographie. Tu la vois, elle, sur une photo en compagnie d'un animal. Un animal de compagnie d'ailleurs. Quel genre d'animal c'est? Chien, évidemment. Un chien. Sur le visage aussi bien de l'animal que de Miranda, un état de parfaite satisfaction. Mon Dieu, cette photo est vivante. Vous laissez les dépouilles ainsi à la nature? Non, après avoir récupéré ce qu'avait Bob également, moi je vais les refoutre dans le bourbier. Alors il a son fusil. Griffe. Ok, de pistolet, donc j'avoue que un truc un peu plus. Ouais, Un peu plus sexy, ouais. prends le fusil, Griffe. J'insiste. Voilà, donc ça sera un fusil de chasse qui inflige D8. Donc vous soulagez les cadavres de leurs effets. Clairement plus besoin. Vous apercevez à l'orée des arbres, pas loin de vous, à nouveau des perdus brillés qui semblent attendre que vous partiez de là. Et vous prenez la route de la pompe qui aurait visiblement explosé. En suivant les dernières indications de Bob Robinson, vous finirez par arriver, grâce à Jepedia, sur une clairière, au milieu de laquelle il y a un bâtiment solitaire avec très peu de fenêtres, presque 100 on pourrait dire, mais dont le toit a disparu. La façon dont les débris sont répandus dans cette clairière laisse penser que ça a explosé depuis l'intérieur. Autour des ruines, dans cette clairière, vous aurez aussi des flaques de pétrole sur le sol. Et vous les voyez, ces flaques, agir sous cette lune étrangement. Elles ont l'air d'être animées, de bouger, un peu comme si elles essayaient de se déplacer. La clairière, elle est plutôt calme, assez calme pour que vous n'entendiez que le craquement du bois et encore par moments le son de gouttes qui semblent tomber. Dans l'air, il y a une odeur saturée de pétrole, tellement saturée que ça vous laisse un peu comme un goût épais et huileux sur la bouche. L'air même semble laisser un film grisseux sur votre peau. Et en regardant une dernière fois ce bâtiment, vous apercevrez la fin de cette partie. Oh mon dieu, une fin. Nice. Top. Niveau ambiance, top. Ouais. J'ai pas envie d'aller me coucher là, tu vois, d'un coup. Et ainsi se termine le premier épisode sur 2 de Oil Rush pour Frontier Scum. Les ambiances sont proposées par Michael Gelfi, merci à lui. Les musiques sont issues du jeu vidéo Hunt Showdown et les effets sonores de freesound.org. Merci à Flynn et aux invités de la chaîne La Table de Rencontre, Doc et Momo. Merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs, pour votre écoute, dont vos commentaires et vos partages nous sont chers. À très bientôt sur la JDR Academy.